Bonjour Jacques Cheminade, bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour des raisons techniques et exceptionnelles, on ne pourra pas enregistrer cette vidéo à l'issue des conclusions du G7. En revanche, il y a un sommet peut-être autrement beaucoup plus important qui est le sommet des banquiers centraux de Jackson Hole et dont toi tu penses, Jacques, qu'il est beaucoup plus en mesure de décider de l'avenir du système, en fait, du monde. Alors d'abord sur le G7, je ne vois pas ce qui pourrait être décidé, donc c'est pas très important d'examiner en détail ce qui s'y passera. Je sais que Donald Trump et maintenant Emmanuel Macron sont partisans d'y ramener Vladimir Poutine, mais ça ne pourra pas se passer cette fois-ci. Donc je ne vois pas quelle conclusion. On le base sur les inégalités. Les inégalités. Oui, alors vraiment, les gens qui ont présider aux inégalités dans le monde vont parler des inégalités, donc c'est particulièrement scandaleux. Et il y a des gens qui manifestent, c'est plus important de voir ce qui se passera, s'il y a une provocation, s'il n'y aura pas provocation violente, pour ceux qui manifestent contre ce G7, je dirais sur les bases morales, à juste titre, mais après, si on passe à la provocation, évidemment, on ne fait qu'aggraver les choses. Donc voilà le contexte du G7. Maintenant, Jackson Hole, en effet, c'est beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce qui se passe à Jackson Hole? Alors, ce qui se passe, on peut le comprendre que si on voit l'état du système financier et monétaire international. Ce système financier et monétaire international est un système qui arrive à bout, ne peut plus tourner tel qu'il est. Ça, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement à ce dit très souvent, mais cette fois-ci, que de plus en plus de gens et d'experts... par pratiquement tout le monde. Alors, comment ces choses ont commencé? Parce qu'un système était en crise et il fallait faire quelque chose pour le maintenir. Alors c'est le 15 août 1971, le découplage entre le dollar et l'or. Donc la rupture des accords de Bretton Woods. La rupture des accords de Bretton Woods qui fait que le dollar devient un instrument de spéculation internationale à partir de là. Et qu'on peut spéculer sur les devises. On peut spéculer sur tout, toutes les devises sont flottantes, il n'y a plus de référence. Alors, dans ce contexte, Mario Draghi, qui maintenant dirige encore la Banque Centrale Européenne, organise en Italie, sur le yacht Britannia, le démembrement de l'économie italienne. À partir de là, il n'y a plus en Europe, peu à peu, de réelles bases productives dans lesquelles on investisse. D'où Mario Draghi, pour sauver ce système, fait, lorsqu'il était à la tête de la Banque Centrale Européenne, toute une série de mesures dans lesquelles on arrose pour maintenir les choses. Et quand tu fais le rapport entre 71 et Mario Draghi, donc 30 ans plus tard, donc tu dis qu'il dépend toujours du contexte de dématérialisation de la monnaie, oui, bien sûr, dans lequel il opère 30 ans plus tard, en fait. Et il opère 30 ans plus tard, parce qu'il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place et que les choses évoluent. Mais on ne fait rien pour empêcher cette évolution. Elle devient une dynamique. Et Draghi ne fait que la consacrer. Et maintenant, à la tête de la Banque Centrale Européenne, c'est lui qui va au taux d'intérêt négatif. Il faut bien voir, aujourd'hui, en Europe, les taux d'intérêt sont négatifs de façon absolument incroyable, historiquement. La Suisse est au-delà de moins 1%, l'Allemagne, moins 0,7%, même la France, moins 0,18%, moins 0,20%. C'est une situation où pratiquement toutes les banques centrales européennes sont en taux d'intérêt négatif. Toutes les économies européennes sont en taux d'intérêt négatif. Il y a certains emprunteurs qui sont pas contents. Encore. Oui, on voit, ah, quelle bonne nouvelle, la dette de la France pourra baisser de 2 milliards. Parce que, évidemment, on arrive à une situation où ceux qui empruntent sont payés pour emprunter, ce qui est absolument aberrant. Y compris monsieur et madame tout le monde, en fait, pour leur emprunt. Non, monsieur et madame tout le monde, on leur dit achetez les logements, vous verrez bien. Vous pouvez les acheter à 25 ans en payant très peu, mais au bout de 25 ans, je ne sais pas ce qui se passera avec leur logement. Et je ne sais pas ce qui se passera avec l'économie physique. Il y a même des banques allemandes aujourd'hui qui imposent des taux d'intérêt négatifs à leurs clients. Qui leur pompent de l'argent pour entretenir leur compte. Une banque danoise aussi. Ça y est, en Suisse, depuis longtemps. Ça se discute. Donc, on fait payer les gens pour déposer de l'argent dans une banque. C'est absolument invraisemblable. Donc je dirais, quelle est la conséquence de cette politique qui devra être suivie, s'ils veulent en rester à leur système, qui va être suivie à Jackson Hole. Et Powell sera, qu'il le veuille ou pas, acculé à le faire. Et il est sous la pression de Peter Navarro, le conseiller commercial de Reagan, qui dit il faut baisser de 1% les taux d'intérêt aux États-Unis, il faut que partout on baisse les taux d'intérêt, et ça sera très bien, parce que comme ça, les États qui sont
éternel, on le sait. Les États, taux d'intérêt zéro, ils pourront continuer à faire de l'argent, enfin, mettre de la monnaie, ça n'a pas d'importance. C'est la théorie monétaire moderne, la morphine monétaire. Alors, quelles sont les conséquences qu'il faut bien voir? La première, c'est que les actions en bourse ont augmenté, et augmentent encore maintenant. Et plus les nouvelles sont mauvaises, plus les titres en bourse augmentent. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il faudra alimenter ce système. Donc, comment on l'alimente? Il y a les banques centrales qui émettent de la monnaie sous forme d'avance ou prêt ou prise de titres que donnent les banques. Les banques ont cet argent, elles le donnent aux entreprises qui rachètent leurs propres titres en bourse et qui font augmenter la bourse. Donc, actifs financiers. Obligations, jusqu'à maintenant, les obligations, c'est des bons qui rapportent un certain intérêt. Donc, plus elles rapportent d'intérêt, plus leur valeur est élevée. Là, elles en rapporteront de moins en moins, puisqu'on baisse les taux d'intérêt. Donc, à ce moment-là, ceux qui ont ces obligations déjà en main gagneront beaucoup, parce qu'ils ont des taux d'intérêt plus élevés du passé par rapport aux taux d'intérêt plus bas du présent. Donc, bon pour ceux qui ont des actions, bon pour ceux qui ont des obligations, et bon pour l'or, parce que c'est un refuge, et les gens en voient. Partout, les gens réinvestissent dans l'or. On se réfugie, parce qu'il y a des taux d'intérêt zéro par ailleurs. Donc, quand on arrose qui? On arrose tous les plus puissants, le fameux 1-2% des gens dans le monde, et on arrose des gens qui sont absolument incapables de développer une économie réelle, physique, humaine, avec des choses justes et bonnes pour les êtres humains. Donc on n'arrose pas ce qui permet de produire... On n'arrose pas ce qui permet de produire, il faut bien voir ça. Donc, quelles sont les conséquences? L'euthanasie des rentiers qui commence, puisque, oui, les rentes, c'est ce que disait Keynes, à un moment donné, les banquiers, les rentiers ont de moins en moins d'intérêt, ils touchent même, ils sont même dans le négatif, les dépôts dans les banques, c'est négatif, et même par rapport au taux d'inflation réel, les taux d'intérêt sont inférieurs. 0,75% en France pour livrer avec les épargnes, on perd de l'argent par rapport au pouvoir d'achat. Donc c'est clair pour les rentiers. Crise pour les fonctions des banques, parce que les banques, elles, généralement, empruntent à long terme, et puis reprêtent à court terme. Aujourd'hui, parce que tous les capitaux se réfugient dans le long terme, les taux d'intérêt à long terme baissent. Et les taux d'intérêt à court terme tendent à augmenter parce qu'on a peur d'une crise. D'où les deux courbes se croisent. C'est un très mauvais signe, et dans tous les cas ou presque, il y a eu ensuite une grande crise, une récession, une grande crise mondiale. Donc les banques ne peuvent plus opérer cette transformation, la différence des taux d'intérêt entre le long terme et le court terme. Donc elles sont plus qu'à court terme, en gros. Et elles jouent sur les marchés financiers pour avoir un profit suffisant qui leur permette de gagner de l'argent, qui se substitue à cette transformation qu'elles avaient auparavant. C'est très important à comprendre. Ça semble difficile, mais c'est une transformation fondamentale du fonctionnement d'un système. C'est un problème pour, disons, la base d'entreprise d'un État, la base économique. Parce que les entreprises qui sont en mauvais état ou qui sont dépassées, elles peuvent emprunter pour rien. Donc elles survivent. Et elles survivent... C'est-à-dire qu'elles se mettent en danger quelque part ou Non, elles survivent. Elles continuent à survivre. Évidemment, dès que les taux d'intérêt augmentent, elles tomberaient toutes en faillite. Donc on considère 15 à 20% des entreprises sont dans un état, on les appelle les entreprises zombies, qui empruntent pour payer les intérêts de leurs emprunts passés. Même pas le principal, même pas la base de l'emprunt, pour leurs intérêts. Un peu comme les États d'ailleurs. Et enfin, bien plus grave, il y a la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les gens qui sont victimes de cette politique-là, les consommateurs, n'ont plus des salaires qui leur permettent d'acquérir. Et ça, on le voit historiquement. Alors là, si on prend historiquement depuis 1960, pour se payer une camionnette ou pour se payer un logement décent, il faut 2 fois, un peu moins de 2 fois en Europe, 2 fois aux États-Unis, plus d'heures de travail qu'en 1960. Mais quel est le lien exact, quel est le mécanisme entre ce type de comportement monétaire sur les marchés et avec les banques centrales et la baisse du pouvoir d'achat? Alors, on vous pique vos dépôts d'abord, c'est clair, hein? On l'a vu. Oui, avec les taux d'intérêt, oui. Ensuite, on fait reposer la politique pour maintenir le système en pillant
je dirais, à la fois les entreprises productives de pointe, c'est pour ça qu'on va de moins en moins dans les secteurs de pointe, lourds, et de plus en plus dans les secteurs, disons, de communication ou du numérique, de services, et en même temps, le pouvoir d'achat salarial est maintenu bas, parce que s'il augmentait, ça créerait un problème pour l'ensemble du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, les victimes sont les entreprises du futur, les salariés, les retraités, et tout ce qui est le système bancaire lui-même. Donc, on est dans une économie casino. Ce ne sont plus des banques, ce sont des casinos. Et ça, c'est Jackson Hole. Il faut expliquer tout ça pour comprendre Jackson Hole. C'est-à-dire pour comprendre l'enjeu. On va décider qu'on baissera encore les taux d'intérêt. Voilà. Ce qu'a dit Trump. Donnez-moi de plus en plus d'argent. Si on versait tout cet argent, ça irait dans la bourse, tout augmenterait, tout irait bien. Or, ça s'appelle le monétarisme. Et derrière ces calculs, il y a un changement dans l'orientation de l'économie. C'est-à-dire ne plus aller dans une économie qui soit une économie physique, à long terme, créant les ressources pour le futur, et de passer à une économie immédiate qu'on appellera la transition écologique. C'est un petit peu la transition qu'on voulait faire. On a fait bien le tour de Jackson Hole, mais est-ce que justement la solution à la crise financière, c'est pas de réinvestir dans l'industrie verte, puisqu'on entend parler de ça partout aujourd'hui. C'est la transition écologique qui va nous sortir de la crise financière et de la crise, la crise climatique, sociale. Alors, le cas, on voit toute une série d'institutions, et je veux parler la lettre sur le risque financier lié au climat. C'était un texte publié dans le Guardian, le journal anglais, du 17 avril. Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, Mark Carney, la Banque d'Angleterre, et Frank Elderson. Alors, Frank Elderson, c'est intéressant. Frank Elderson, c'est le président du réseau pour faire verdir le système financier. Ah oui, c'est ça. Alors, on espère avoir des profits très rapides dans ce verdissement du système financier. Et on a toute une série de choses qui se mettent en place. Alors, on pourrait en parler très longuement. Il y a des réseaux d'investissement dans l'économie verte. Donne 2-3 détails. Alors, il y a la Green Financial Initiative, il y a le Climate Emergency Fund, toute une série d'institutions qui viennent... European Climate Foundation, toute une série d'institutions financières qui veulent profiter de cette économie-là. Et le nom d'Al Gore, dans ça, a été un des premiers, dans ses livres, dans ses ouvrages, dans son œuvre. Et c'est lui, Al Gore, qui, disons, directement ou indirectement, promeut une Greta Thunberg qui ne s'aperçoit pas du tout ce qu'on veut faire d'elle. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé les gens qui veulent passer à une forme de fascisme financier. Ça, c'est ce qu'on a déjà développé dans une vidéo précédente. Mais le plus intéressant, c'est pas ce qu'on a développé. Le plus intéressant, c'est que c'est maintenant le Guardian en Angleterre qui parle de fascisme. D'écofascisme. Écofascisme. Le Guardian, c'est le Washington Post, et c'est Mother Jones aux États-Unis. Donc c'est une chose qui devient sur la table, tellement le risque est grand, et là on commence à avoir peur, il faut basculer dans ça, et ça va faire un changement dans les gens. Les gens ne penseront plus en termes de travail humain, en termes de ressources, en termes de long terme, ils penseront en termes de leur désir immédiat, en termes de l'immédiateté, et pas le long terme. Et là, qui aura l'avantage? Les Chinois, qui eux pensent à long terme, à 50 ans. Donc, oulala, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que même certains milieux occidentaux qui ont été dans les spéculations financières ont peur. Alors, on a un problème, je dirais ça pour finir, on a un problème, c'est que les gens qui sont contre ce que j'appellerais un fascisme financier, d'autres l'écofascisme, l'économie verte, ces gens qui sont contre sont très souvent eux-mêmes des libéraux financiers, des adeptes d'Hayek, voire de Milton Friedman, qui eux ne font pas la différence entre le financier et n'ont pas une vision de l'économie réelle. L'industrie. Ils n'ont pas une vision de l'économie réelle. Donc on a ce faux débat entre... Ils n'ont pas un sens d'inclusivité dans l'économie, en fait, permettre de faire vivre tout le monde. Ils ont bénéficié du financier et ils veulent continuer à en bénéficier. Donc on a ce faux débat qui s'est mis en place entre d'un côté le plus dangereux dans l'immédiat, c'est-à-dire cet écofascisme dont on parle, et qui est bien alimenté par des milieux financiers. Alors, il y en a qui veulent faire un bénéfice immédiat très grand, ce qu'on appelle en anglais la financial bonanza. Ceux-là, c'est ceux que j'ai nommés et qui veulent faire adapter l'économie financière à cette transition écologique. Et puis, il y a de l'autre côté les gens, les libéraux libertariens, qui veulent conserver un système financier
en le basant, pense-t-il, sur l'industrie, en le basant sur leurs acquis qu'ils ont déjà. Et on voit au fond de tout ça une ignorance complète de ce que peut être une économie. Enfin, si on le veut, l'économie du futur, c'est la fusion thermonucléaire contrôlée, c'est la forme d'énergie la plus productive. C'est autour de la fusion toute l'économie avec l'intelligence artificielle, le numérique associé au développement de l'énergie et au développement industriel. Et pour y arriver, ça prend 20, 30 ans. Certains disent plus. Si tant est qu'on y arrive, hein, tout le monde n'y croit pas forcément d'ailleurs. Si tant est qu'on s'y lance déjà. Si tant est qu'on s'y lance. On a dit on va le faire, mais on le fait jamais. C'est comme le fameux opéra, là, ils arrivent jamais. Donc, bon. Mais en attendant, on ne peut pas démanteler le pétrole, démanteler le charbon. Un jour, oui, on passera à autre chose, mais on ne peut pas le démanteler en disant tout ira bien, on démantèle tout ça et tout ira bien. Non. Et c'est là que tous ceux qui sont en place se disent, voilà, prenons le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis. C'est plus rentable. Ça n'a jamais été. Physiquement, c'est une aberration. Donc, ça a bâti un empire. Maintenant, cet empire ne peut plus rapporter dans l'état de l'économie actuelle. Donc, comment on va faire? On passe à autre chose, on passe au vert. Et on passe là où ça pourra rapporter. Et ça suppose une transition écologique qui ne peut pas soutenir un développement de l'espèce humaine. D'où les plus extrêmes sont clairement malthusiens, enfin pas seulement les plus extrêmes d'ailleurs, vous avez James Meadow qui était toutes les évaluations pour le Club de Rome, et d'autres disent tous, ce qu'on va faire, c'est on va accepter quand même qu'il y aura une forme de transition autoritaire dans laquelle il faudra que la population baisse. Et même certains ont parlé de faire des droits de procréer, et je veux bien croire que ce sont des extrémistes, et ça en sont, mais c'est un non-dit qui est derrière tout ça, le malthusianisme, une réduction de la population, et systématique, voulu, et ils disent qu'il faudra des droits de procréer, certains extrémistes disent, et surtout dans les pays du Sud, qui sont les plus dangereux. Et moi-même, j'étais dans un Rotary Club récemment, où les gens ont dit, mais le vrai problème, c'est la démographie. Regardez ces pays là-bas, ils font trop d'enfants. Ouais. Alors, en Algérie, c'est faux, on est passé de 6 à 3 depuis 40 ans, 40-50 ans. Et l'Algérie est un des pays où il y a encore des naissances. Ben, les gens m'ont dit, ah non, avant, sur les 6, il y en a 3 qui mouraient, maintenant il y en a 3 qui survivent, c'est la même chose. Voilà l'état d'esprit, ça montre l'état d'esprit, même au rang de notable, bourgeois, d'un certain niveau, ça montre que ça... Oui, ça contamine tout le monde. C'est terrible. Et c'est ça qu'on veut dénoncer inlassablement. Et ce que tu veux dire, pour résumer, c'est qu'en fait, on est à la veille d'un effondrement financier, qu'on a un système qui a dématérialisé la monnaie, qui a dérégulé, qui a misé sur le court terme et la rentabilité immédiate pendant 30 ans, et qui actuellement est en train d'utiliser un nouveau registre devenu très populaire et rendu très populaire, qui est la transition écologique, qui elle-même joue sur du court terme et empêche la projection et le développement à long terme. Alors derrière, il y a les durs qui disent qu'il faut démanteler les infrastructures, démanteler l'économie industrielle et passer à l'économie autoritaire. Et ça, c'est l'écofascisme à visage découvert. Mais à visage couvert, opérant une transition vers cela, il y a toute cette politique qui ne crée pas les ressources suffisantes pour créer la base d'un développement de la population future, un développement du monde futur. C'est no future. No future. Donc, merci Jacques. Là, c'était quand même assez dense. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On reviendra dans une semaine et demie maintenant. Donc, partagez la vidéo. Inscrivez-vous à notre Assemblée Générale qui aura lieu le 21 septembre. Inscrivez-vous aussi sur notre site solidaritéprogrès.fr. Et merci à Jacques et merci à Maël. À la semaine prochaine.